Je vois un kiné, professeur de chant. On réapprend? Oui. Zénith de Paris, mai 2026. L'air est lourd, chargé d'une électricité que l'on ne trouve que lors des adieux que l'on ose nommer. Soudain, les lumières s'éteignent. Ce n'est pas une star qui s'avance, c'est une ombre. Un homme de 74 ans, dont chaque pas semble être une négociation avec la gravité. Renaud. Mais quand il s'approche du micro, ce n'est pas seulement sa silhouette qui tremble, c'est toute une nation qui retient son souffle. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas venus voir un concert, nous sommes venus assister à un miracle, ou peut-être au dernier acte d'un long suicide public, entamé il y a 40 ans dans le fond d'un verre de pastis. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce que les biographies officielles n'osent qu'effleurer. Comment l'alcool, cet amant de l'ombre, s'est invité dans le lit de toutes les femmes qu'il a aimées, transformant ses plus belles histoires d'amour en chants de mine psychologiques. Car chez Renaud, l'addiction n'est pas un vice de comptoir, c'est un prédateur intime qu'il a lui-même baptisé le renard. Un prédateur qui n'a pas seulement dévoré sa voix, mais qui a méthodiquement asphyxié le cœur de celles qui ont tenté de le sauver. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'un naufrage que personne n'a pu empêcher. Vous découvrirez comment Dominique, sa première épouse, a dû regarder l'homme de sa vie se transformer lentement en un étranger, un fantôme dont l'odeur de tabac et d'anis masquait celle de la tendresse. Nous explorerons la douleur indicible de Lolita, sa fille, qui a grandi dans l'œil du cyclone, voyant son père, son héros, devenir un enfant fragile que l'on doit surveiller pour qu'il ne s'écroule pas avant le dîner. Elle a eu ce mot terrible que vous devez garder en tête pour la suite. Vivre avec lui, c'était vivre au centre d'une explosion nucléaire. Mais restez bien avec moi jusqu'au bout, car ce récit n'est pas qu'une descente aux enfers, c'est aussi l'histoire d'une résistance héroïque. Nous verrons comment, en ce printemps 2026, Renaud a réussi l'impossible. Qui est Christine ? Cette cerise apparue dans le crépuscule de sa vie, qui a réussi là où toutes les autres avaient échoué. C'est une enquête sur la puissance et les limites de l'amour. Jusqu'où peut-on aimer quelqu'un qui se déteste ? Peut-on vraiment soigner une âme avec des chansons quand le poison coule déjà dans les veines ? Nous allons disséquer les mécanismes de cette dépendance qui a fait de sa carrière un champ de ruines et de ses amours des tragédies grecques. Préparez-vous, car derrière le foulard rouge et les rimes populaires se cache l'histoire la plus brute, la plus cruelle et la plus belle de la chanson française. L'histoire d'un homme qui a tout eu, qui a tout bu, mais qui, grâce à une poignée de femmes prêtes au sacrifice ultime, refuse encore de rendre les armes. Mais pour comprendre comment ce géant a pu vaciller sans jamais tomber, il nous faut revenir à l'origine du séisme. Là où l'amour était encore pur, avant que la première goutte ne vienne troubler l'eau du miroir. Pour comprendre l'homme qui vacille aujourd'hui, il faut retrouver celui qu'il était à l'aube des années 80. À cette époque, Renaud est le cœur battant de la France. Un loupard au regard d'azur qui bouscule les codes avec une insolence salvatrice. Mais derrière le cuir et les provocations se cache une vulnérabilité maladive, un besoin d'ancrage que seule une femme pourra apaiser, Dominique Quilicini. Leur rencontre est un séisme. Dominique est alors mariée à l'acteur Gérard Lanvin, mais Renaud l'arrache à sa vie avec la fougue d'un poète qui joue son va-tout. En 1980, il se marie. Dominique n'est pas qu'une épouse. Elle est sa boussole, son rempart contre un succès qui l'étouffe déjà. De cet amour fusionnel naît une enfant, Lolita, qui deviendra sa muse éternelle. C'est le sommet de la gloire, c'est l'air de Mistral gagnant. Cette mélodie au piano, que vous connaissez tous, semble suspendre le temps. Mais écoutez-la bien, c'est déjà un cri de deuil. Renaud y chante les bonbons de l'enfance pour masquer une angoisse sourde, celle de voir l'innocence se dissoudre. Pour supporter cette lucidité trop lourde, le poète commence à chercher un refuge liquide. Au départ, c'est un verre pour le trac, puis un autre pour la solitude. L'alcool n'est plus un plaisir, il devient une armure. Le choc fatal survient en juin 1986. La mort de Coluche. Pour Renaud, Michel était son double, son bouclier contre la bêtise du monde. Avec sa disparition, Renaud perd sa dernière attache à la joie. C'est ici que le pastis change de nature.
Il cesse d'être une boisson de comptoir pour devenir un anesthésique total. On ne boit plus pour fêter la vie, on boit pour éteindre l'incendie intérieur. Dans leur maison de Meudon, l'atmosphère s'alourdit. Dominique se transforme malgré elle en sentinelle. Elle cache les bouteilles, masque la déchéance aux yeux du monde et tente de protéger Lolita. Mais comment cacher l'absence d'un père pourtant assis dans le salon ? Lolita décrira plus tard cette période comme le centre d'une explosion nucléaire. Elle voit son héros se transformer en un enfant fragile, une ombre errante qui s'absente de sa propre existence. L'amour, aussi immense soit-il, finit par s'effriter sous les vapeurs d'anis. Dominique comprend une vérité brutale. On ne sauve pas quelqu'un qui a décidé de couler. Les disputes ne naissent pas de la haine, mais de l'épuisement. En 1999, après des années de lutte, elle doit se résoudre au départ. Non par abandon, mais pour survivre et protéger leur fille de ce trou noir qui menace de tout engloutir. Renaud reste seul avec ses démons. Sa voix s'enroue, ses textes s'assombrissent, le poète national est en train de perdre sa bataille la plus intime. Et dans ce vide laissé par les femmes de sa vie, une nouvelle entité s'installe définitivement aux commandes de son esprit. Une créature que Renaud va lui-même baptiser pour tenter de ne pas devenir fou. Le renard. Et ce double maléfique est sur le point d'emmener le poète dans les profondeurs les plus sombres de la solitude parisienne. À la fin des années 90, le rideau tombe sur la vie de famille. Renaud est seul, mais dans cette solitude, il n'est pas vraiment vide. Il est habité par une présence encombrante. C'est ici que la métamorphose s'achève. Renaud, le poète tendre, laisse définitivement la place au renard. Le renard, ce n'est pas seulement Renaud qui a trop bu. C'est son double maléfique, une entité cynique, amère et paranoïaque. Si Renaud aimait l'humanité, le renard la méprise. Si Renaud chantait l'espoir, le renard ricane devant le néant. Pour ne pas sombrer totalement dans la folie, l'artiste a eu besoin de nommer ce mal qui le rongeait. En baptisant son addiction, il tentait de se dire « Ce n'est pas moi qui fais souffrir les miens, c'est l'autre ». Son quartier général devient la Closerie des Lilas, une brasserie mythique de Montparnasse. Là, pendant des années, il devient une ombre parmi les ombres. Assis à la même table du matin au soir, il regarde le monde passer sans plus en faire partie. Les touristes le reconnaissent, chuchotent, mais personne n'ose approcher ce monument qui s'effrite. Sa voix, autrefois capable de monter dans les aigus de la révolte, s'éteint, remplacée par un râle caverneux, brûlé par les cigarettes et l'alcool blanc. C'est la période la plus sombre pour ses proches, et surtout pour Lolita. Imaginez la douleur d'une fille qui voit son père, l'icône de toute une génération, devenir une attraction triste. Elle décrira plus tard cette sensation d'impuissance absolue, celle de voir un génie s'auto-saboter par dégoût de lui-même. Car c'est là le secret du renard. Renaud ne boit pas par vice, il boit par excès de sensibilité. Il boit parce qu'il ne supporte plus de voir le monde devenir ce qu'il est, parce qu'il ne supporte plus de vieillir, et surtout parce qu'il ne se pardonne pas son propre succès. Dans ce brouillard permanent, la création s'arrête. Le silence dure près de 7 ans. 7 années de nuit blanche où la plume reste sèche. La France s'inquiète, la presse people s'acharne, publiant des photos de lui, le regard vide, le visage bouffi. On le dit fini, on prépare déjà ses nécrologies. Le renard semble avoir gagné la partie, étouffant le poète sous une chape de plomb. Pourtant, au plus profond de cet abîme, alors que tout semble consommé, une lueur va apparaître. Non pas une solution médicale, mais, une fois de plus, une rencontre. Une femme, beaucoup plus jeune, qui ne connaît pas le grand Renaud des années 80, mais qui va tomber amoureuse de l'homme brisé qu'il est devenu. Alors que le renard pensait avoir verrouillé toutes les issues de secours, une certaine Romane Cerda s'apprête à pousser la porte de la closerie. Et ce qu'elle va lui proposer ne ressemble pas à une simple histoire d'amour, mais à un véritable pacte de résurrection. Nous sommes en 2002. Paris a changé, la musique a changé, mais à la table de la Closerie des Lilas, le temps s'est figé. La France s'est presque résignée à ne plus jamais entendre sa voix. C'est alors qu'une jeune femme, blonde, lumineuse, pousse la porte de la brasserie. Elle s'appelle Romane Cerda. Elle est chanteuse, elle est jeune, et surtout elle porte en elle une vitalité que le poète a oubliée depuis longtemps. Ce qui va se jouer entre eux n'est pas seulement une idylle de plus dans la vie d'une star. C'est un véritable pacte de survie. Romane ne tombe pas amoureuse d'une légende,
mais d'un homme qu'elle devine caché derrière l'armure de son addiction. Mais elle pose ses conditions. Pour qu'ils avancent ensemble, il doit remonter à la surface. Elle lui lance un défi qui ressemble à un ultimatum créatif. Et si tu m'aimes, écris-moi une chanson. Et puis une autre, et encore une. C'est ainsi que naît l'impossible. L'album Boucan d'enfer, le processus de création est une agonie magnifique. Dans le studio, Renaud lutte contre lui-même. Sa voix n'est plus celle des années 80. Elle est devenue un souffle rocailleux, une texture de papier de verre qui porte en elle toutes les cicatrices de ses errances. Chaque prise de son est un combat contre le tremblement de ses mains, contre l'épuisement d'un corps qui redécouvre la sobriété. Romane est là, à chaque instant, agissant comme une infirmière de l'âme, une muse qui ne lâche rien. Le résultat dépasse toutes les attentes. L'album se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. La France entière pleure en écoutant Manhattan Kaboul. Renaud est de nouveau au sommet, mais ce succès est un vertige. Pour la première fois, il est confronté à son propre miracle. Il est vivant, il est aimé, et en 2005, il épouse Romane. 1 an plus tard, un nouveau phare s'allume dans sa nuit. La naissance de son fils, Malone. Renaud veut y croire. Il veut être ce père protecteur qu'il a été pour Lolita, mais avec la sagesse d'un homme qui revient de loin. Il s'installe dans une nouvelle demeure, loin du tumulte parisien, cherchant à construire un nid pour cette famille renaissante. Mais c'est là que le piège de l'espoir se referme. Car si le succès est immense, la pression l'est tout autant. Le monde attend de lui qu'il soit le Renaud de toujours, alors qu'il n'est qu'un homme en convalescence permanente. Derrière le bonheur affiché en couverture des magazines, la réalité est plus nuancée. Romane commence à réaliser que l'amour, même le plus pur, ne peut pas servir de bouclier éternel contre la maladie. Elle endosse tous les rôles, mère d'un nouveau-né, épouse dévouée, mais aussi gardienne d'un homme dont le renard n'est jamais loin, tapis dans l'ombre, attendant la moindre faille. Elle décrira plus tard cette fatigue indicible, cette sensation de porter sur ses seules épaules le poids d'un géant qui menace de s'effondrer à chaque instant. Le succès de Boucan d'enfer a prouvé que le talent était intact, mais il a aussi montré que la guérison n'est jamais un acquis définitif. Car dans les coulisses de cette vie de famille retrouvée, le silence commence à redevenir pesant. Et bientôt, les démons que l'on croyait exilés vont trouver une nouvelle porte d'entrée. Le soleil de Provence, à l'Isle-sur-la-Sorgue, était censé être le remède ultime. Après le triomphe de sa renaissance, Renaud s'y installe avec Romane et leur fils Malone, cherchant dans le chant des cigales et la pierre sèche un apaisement que Paris ne lui offrait plus. Mais derrière les murs épais de leur demeure, le silence commence à changer de nature. Il ne s'agit plus du silence de la paix, mais de celui de la rechute. Le renard, ce double tapis dans l'ombre, a fini par trouver le chemin du sud. C'est ici que la tragédie atteint son point le plus déchirant. Romane Cerda, celle qui avait réussi le hold-up de la résurrection, commence à s'épuiser. Elle réalise une vérité que des millions de familles d'anonymes connaissent trop bien. L'amour, aussi pur et puissant soit-il, ne possède pas de vertu médicinale face à la dépendance. On peut tenir la main d'un homme qui coule, on peut lui donner tout son souffle, mais on ne peut pas respirer à sa place. Romane se retrouve prise au piège d'un rôle impossible, celui d'être à la fois l'épouse, la mère d'un enfant en bas âge et l'infirmière d'un géant qui refuse de guérir. C'est à cette période que Lolita Seshan, observant ce drame avec le recul de celle qui a déjà vécu cet effondrement, formule une pensée d'une profondeur inouïe. Elle comprend que pour porter un homme comme Renaud, il ne faut pas une femme, mais un village. Une seule épaule est condamnée à se briser sous le poids d'une telle mélancolie. C'est ainsi que se forme une alliance invisible, une sororité de douleur et de bienveillance. Dominique, la première épouse, et Romane, la seconde, commencent à tisser des liens. Il n'y a aucune place pour la jalousie, seulement pour une solidarité de sentinelles. Elles s'appellent, s'échangent des nouvelles, s'épaulent dans la gestion des crises. Elles deviennent les gardiennes d'un homme qui semble n'avoir jamais vraiment quitté l'enfance. En 2011, le couperet tombe, Romane doit partir. Ce n'est pas un acte de désamour, c'est un acte de survie, pour protéger le petit Malone, pour ne pas que l'enfance du fils ne ressemble à celle de la fille, marquée par l'ombre des bouteilles vides. Elle décrira ce départ comme une déchirure nécessaire.
partir pour ne pas mourir avec lui. Renaud se retrouve à nouveau seul face à son miroir, dans une maison trop grande, avec pour seule compagnie ce renard qui ricane de sa victoire. La solitude de cette période est vertigineuse. Renaud devient ce que l'on appelle un père-enfant, une figure paternelle aimante, mais incapable d'assurer son rôle, dépendant de l'amour de ses enfants pour justifier son existence. Lolita prend alors un rôle central. Elle ne se contente plus d'être la fille. Elle devient la mémoire, la gestionnaire, celle qui veille sur l'image de ce père qu'elle aime à la folie, mais de façon épuisante. Elle accepte que son père soit ce chaos permanent, cette explosion nucléaire qu'il faut tenter de contenir pour que les radiations ne brûlent pas tout sur leur passage. Pourtant, au milieu de ces ruines sentimentales, une chose demeure intacte, la pudeur et la dignité de ces femmes. Jamais une parole de haine, jamais une trahison publique. Elle protège le poète contre lui-même, espérant, sans trop y croire, qu'un jour, une lumière plus douce viendra éclairer sa fin de parcours. Le destin semblait avoir écrit le mot « fin » sur la vie amoureuse de Renaud. On l'imaginait finir ses jours dans une douce amertume provençale, entourée de ses souvenirs. Mais c'était sans compter sur l'imprévisibilité de ce cœur qui, bien qu'abîmé, refusait de cesser de battre pour une autre. Car une dernière rencontre, aussi inattendue que lumineuse, allait bientôt forcer le destin. Nous voici revenus au présent, sous les lumières du zénith, en ce mois de mai 2026. Comment cet homme, que l'on a vu si souvent au bord du gouffre, peut-il encore nous tenir en haleine? La réponse tient en un prénom, ou plutôt un surnom, Cerise. En 2022, alors que Renaud semblait s'enfoncer dans un hiver définitif, une jeune femme, nommée Christine, est entrée dans sa vie. Portant toujours des boucles d'oreilles en forme de cerise, d'où son surnom, elle a apporté avec elle ce que personne n'osait plus espérer. Une raison de se battre. Le miracle se produit sous nos yeux. Pour elle, par amour, Renaud accomplit ce que des décennies de cure n'avaient pu stabiliser totalement. Il pose la cigarette, il éloigne le verre, il reprend le sport. En mai 2024, à 72 ans, il remonte l'allée d'une mairie parisienne pour l'épouser. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était une déclaration de guerre au destin, et le plus beau dans cette image, c'était de voir au premier rang Dominique et Lolita, souriantes, validant ce passage de relais. Le village des Sentinelles accueillait enfin une nouvelle alliée pour veiller sur leur trésor national. Aujourd'hui, en 2026, Renaud fête ses 50 ans de carrière. Sa voix, elle est ce qu'elle est, un parchemin froissé, un murmure qui semble parfois s'éteindre pour mieux renaître au couplet suivant. Mais le public français, vous qui m'écoutez, vous ne lui demandez pas de la perfection technique. Vous venez chercher cette vérité brute, cette honnêteté radicale d'un homme qui n'a jamais su mentir, ni sur ses colères, ni sur ses faiblesses. Lolita Séchant, désormais officiellement aux commandes de ce patrimoine vivant, veille au grain. Elle a transformé la tragédie de son enfance en une mission de protection. Elle sait que chaque soir de concert est une victoire volée au néant. Elle sait que Renaud ne chante plus pour l'argent ou la gloire. Il possède tout cela depuis longtemps, mais il chante pour rester debout. Parce que pour lui, le silence est une petite mort qu'il veut retarder le plus longtemps possible. Renaud est bien plus qu'un chanteur de variété. Il est le miroir de nos propres contradictions. Il est ce mélange de révolte et de tendresse, de force et de fragilité qui définit l'âme humaine. Son parcours nous enseigne une leçon fondamentale. L'addiction peut briser une carrière, elle peut éroder une voix, mais elle ne peut pas effacer l'empreinte d'un cœur pur si celui-ci est entouré d'amour. Alors que les dernières notes de Mistral gagnant résonnent dans la salle, on comprend que le voyage touche à sa fin, mais que la légende, elle, est désormais inattaquable. Le petit garçon au foulard rouge a fini par accepter de vieillir, et c'est peut-être là sa plus grande révolution. Nous arrivons au terme de cette épopée humaine. Renaud restera à jamais cet homme qui a tout eu et qui a failli tout perdre, sauvé in extremis par la ténacité de quelques femmes d'exception. Mais au-delà de l'idole, que reste-t-il pour nous? Ce récit nous oblige à nous interroger. Peut-on vraiment séparer le génie de ses démons? Et seriez-vous prêts, vous aussi, à former un village pour sauver celui ou celle que vous aimez, même au prix de votre propre épuisement? Le destin de Renaud nous rappelle que personne n'est jamais totalement perdu tant qu'il reste une main à tenir.
Si cette plongée dans l'âme de notre poète national vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains portraits. Dites-moi en commentaire, quelle est la chanson de Renaud qui a marqué votre vie? Quelle émotion ressentez-vous en le voyant encore sur scène aujourd'hui? Je lirai vos messages avec attention. C'était un honneur de vous raconter cette histoire. À très bientôt pour une nouvelle rencontre avec ceux qui font notre histoire.